Sylvie Goumet, enseignante de la section clinique confinée, enregistrement du 20 avril 2020. Le confinement, c'est une évidence, change notre regard sur le temps. Le plus qu'il introduit génère plutôt du moins. Oui, à être enfermé, j'ai davantage de temps. Mais la question se pose aussitôt. Sans perspective sur ce que sera demain, que puis-je faire de tout ce temps? Dans un article intitulé L'érotique du temps, Jacques-Alain Miller commente le paradoxe des futurs contingents évoqué par Lacan. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'il existe une double temporalité. D'un côté, le temps qui passe et ouvre à des possibles, celui dont je suis privé aujourd'hui. De l'autre, adoptant un mouvement en sens contraire, une temporalité rétroactive qui a un effet de signification. Cette temporalité trouve dans le passé la cause du futur. Elle inscrit le futur donc comme une nécessité qui découlerait du passé. Ce temps régrédient nous pousse à donner un sens à l'existence. Il nous fait croire que le futur était déjà là comme une vérité écrite avant même que nous ne le sachions. Destin, fatalité, peu importe le nom que lui donne le discours courant. Nous y reconnaissons la nécessité symptomatique qui objecte à la contingence. Non seulement ce mouvement régrédient donne sens au fil de l'existence, mais il inscrit le sujet hors du temps qui passe. C'est ce qui pousse Jacques-Alain Miller à formuler les choses ainsi. Il institue en quelque sorte l'illusion d'éternité, à savoir ce qui est du futur était déjà là, inscrit dans le passé. Et voici donc un bel arrangement du sujet pour se défendre de la surprise et de la contingence. Justifiant en somme le temps progrédient, ce mouvement contraire qui renvoie au passé construit littéralement le temps linéaire. Il fait lien entre les instants qui se suivent et pourrait, pourquoi pas, être saisi dans une succession hétérogène. Je cite à nouveau Jacques-Alain Miller, « La rétroaction, c'est essentiellement ceci, la naissance du temps linéaire. » Un exemple? L'intensité des sensations éprouvées par Proust, dégustant sa madeleine, elle trouve sa source dans la remémoration des madeleines de l'enfance. Il était donc écrit qu'il retrouverait le chemin du souvenir. Allons plus loin. L'écriture de « À la recherche du temps perdu » trouve sa nécessité au regard des madeleines de l'enfance. Le temps progrédient qui conduit Proust à l'écriture trouve sa signification dans le temps régrédient incarné par la madeleine. Et ça donne l'illusion d'échapper au temps qui passe. Car le temps qui passe est facteur d'inquiétude. Il conduit inexorablement à la question de la durée. Combien de temps encore? Combien de temps durera l'amour du partenaire? Combien de temps me reste-t-il à vivre? Combien de temps durera le confinement? L'inquiétude se nourrit de l'incertitude. Impossible de trouver réponse à ces questions dans le passé, impossible d'actionner le temps régrédient qui nous en préserverait. Contre les incertitudes que véhicule toute question qui touche à l'existence même, il est une autre modalité de défense. La répétition, l'automaton. Mais nous avons beau nous y échiner, en toute conscience ou à notre insu, l'automaton ne préserve pas du réel.
en ce moment de confinement, où la durée s'étire, où le calendrier se brouille, où les repères vacillent, relire Les Gommes d'Alain Robbe-Grillet n'est pas sans intérêt. La temporalité qui construit le roman s'entend dès les premiers mots. Un temps réglé et ses brisures. Un temps qui se suspend et qui, se remettant en mouvement, vise à la circularité. C'est à ce titre que je vais vous faire entendre le début du prologue, en exergue duquel on trouve cette citation de Sophocle: « Le temps qui veille à tout a donné la solution malgré toi. » Dans la pénombre de la salle de café, le patron dispose les tables et les chaises, les cendriers, les siphons d'eau gazeuse. Il est 6 heures du matin. Il n'a pas besoin de voir clair. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il dort encore. De très anciennes lois règlent le détail de ses gestes, sauvés pour une fois du flottement des intentions humaines. Chaque seconde marque un pur mouvement. Un pas de côté, la chaise à 30 centimètres, 3 coups de torchon, demi-tour à droite, 2 pas en avant. Chaque seconde marque, parfaite, égale, sans bavure. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Chaque seconde a sa place exacte. Bientôt, malheureusement, le temps ne sera plus le maître. Enveloppés de leur cerne d'erreurs et de doutes, les événements de cette journée, si minimes qu'ils puissent être, vont dans quelques instants commencer leur besogne. Entamer progressivement l'ordonnance idéale, introduire çà et là sournoisement une inversion, un décalage, une confusion, une courbure, pour accomplir peu à peu leur œuvre, un jour, au début de l'hiver, sans plan, sans direction, incompréhensible et monstrueux. Mais il est encore trop tôt. La porte de la rue vient à peine d'être déverrouillée. L'unique personnage présent en scène n'a pas encore recouvré son existence propre. Il est l'heure où les 12 chaises descendent doucement des tables de faux marbre où elles viennent de passer la nuit. Rien de plus. Un bras machinal remet en place le décor. Quand tout est prêt, la lumière s'allume. Un gros homme est là, debout, le patron, cherchant à se reconnaître au milieu des tables et des chaises. Au-dessus du bar, la longue glace où flotte une image malade, le patron, verdâtre et les traits brouillés, hépatique et gras dans son aquarium. De l'autre côté, derrière la vitre, le patron encore qui se dissout lentement dans le petit jour de la rue. C'est cette silhouette, sans doute, qui vient de mettre la salle en ordre. Elle n'a plus qu'à disparaître. Dans le miroir tremblote déjà, presque entièrement décomposé, le reflet de ce fantôme. Et au-delà, de plus en plus hésitante, la kyrielle indéfinie des ombres. Le patron, le patron, le patron. Le patron, nébuleuse triste, noyée dans son halo. Péniblement, le patron émerge. Il repêche au hasard quelques bribes qui surnagent autour de lui. Pas besoin de se presser. Il n'y a pas beaucoup de courant à cette heure-ci. Il s'appuie, des 2 mains sur la table, le corps incliné en avant, pas bien réveillé.
les yeux fixant on ne sait quoi. Ce crétin d'Antoine, avec sa gymnastique suédoise tous les matins. Et sa cravate rose l'autre jour. Hier. Aujourd'hui, c'est mardi. Jeannette vient plus tard. Drôle de petite tache. Une belle saloperie, ce marbre, tout y reste marqué. Ça fait comme du sang. Daniel Dupont, hier soir, à 2 pas d'ici. Histoire plutôt louche. Un cambrioleur ne se serait pas allé exprès dans la chambre éclairée. Le type voulait le tuer, c'est sûr. Vengeance personnelle ou quoi? Maladroit en tout cas. C'était hier. À voir ça dans le journal tout à l'heure. Ah oui, Jeannette vient plus tard. Lui faire acheter aussi. Ah non, demain. Un coup de chiffon distrait, comme alibi, sur la drôle de tâche. Entre deux eaux, des masses incertaines passent, hors d'atteinte. Ou bien, ce sont des trous, tout simplement.